va commencer donc cette journée par la première table ronde qui sera modérée par Emmanuel Sambieni, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'Université de Parakou et au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, le LASDEL, et qui a coordonné avec nous en 2014 une recherche pour Médecins du Monde sur 4 pays, dont certains rapports sont à votre disposition si vous le souhaitez, sur les grossesses non désirées. Au sujet de la santé sexuelle, Emmanuel a publié récemment un ouvrage intitulé « La maternité en souffrance » et qui présente un tableau critique des services publics de santé maternelle au Bénin. Je vais appeler à vous installer peut-être. Okay. Bonjour tout le monde. À la suite de cette introduction, je dois aussi remercier encore Médecins du Monde pour cette journée qui se montre très riche et pour les avantages que nous avons dans la recherche quand nous avons ces journées-là. Je dois remercier particulièrement l'équipe sciences sociales de Médecins du Monde que je connais, comme Magali l'a dit, depuis un certain temps. Je dois remercier aussi quelqu'un dans la salle qui va intervenir dans la table ronde, c'est Yannick Jaffré, que je connais, qui a accompagné un certain nombre de recherches avec nous, l'ASDEL, et qui a accompagné le colloque que nous avons organisé à l'issue de la recherche de 2015 pour Médecins du Monde. Je dois remercier 2 personnes qui vont être vraiment la pièce maîtresse de cette table ronde. C'est Marie-Laure et Coletti, qui vont donc présenter les résultats d'une étude qu'ils ont faite à Madagascar et en Côte d'Ivoire, comme c'est annoncé dans le programme là. Et comme l'intitulé de la table ronde l'indique, c'est pour eux et pour nous le moment de voir l'utilisation et les usages des recherches en sciences sociales, des méthodes qualitatives. Je pense que ça va être l'occasion pour nous de toujours continuer à nous convaincre, de continuer à nous... C'est bon? Bon. Ok. Donc je disais que 2 consultants, c'est bon maintenant. Voilà. Marie-Laure et Coletti vont nous présenter les résultats d'une étude qu'ils ont faite récemment à Madagascar et en Côte d'Ivoire sur les grossesses non désirées, et l'occasion sera pour nous de continuer à nous convaincre de l'utilité et des utilisations de ces méthodes qualitatives en sciences sociales, parce que je n'ai pas remué, mais dans la science en général, on nous demande toujours quelle est la validité de vos méthodes quand vous les utilisez sur ces terrains comme ça, là. Je crois qu'au-delà des résultats que nous allons voir avec eux, il s'agira par la suite, avec Yannick, comme je l'ai annoncé, de discuter de ces méthodes-là et avec vous tous, de voir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour montrer que les sciences sociales, notamment les méthodes qualitatives, ont leur place à la fois dans la recherche, mais aussi dans l'intervention. Voilà, sans être long, je vais peut-être inviter les consultants se présenter. C'est Marie-Laure et Coletti. C'est le dispositif. Est-ce que le prof Yannick ne nous rejoint pas en même temps ou sur la table? Oui, bien sûr, oui. Voilà. Ok. Voilà.
avant le démarrage, je tiens à dire donc, que Marie-Laure est sage-femme et diplômée en socio-anthropologie et sciences sociales de l'éducation. Voilà, pour être court. Et Colletti est historien. Il a fait de l'histoire contemporaine et moderne. Et il a aussi un master en éthique et gouvernance. Je crois que c'est surtout avec les compétences dans ce domaine qu'il intervient à Médecins du Monde depuis un certain temps. Voilà, vous avez la parole pour nous dire l'essentiel à retenir pour votre recherche. Merci. Donc on va faire une présentation à deux voix avec Placide qui va représenter les opérationnels, puisque lui fait partie de l'équipe Médecins du Monde. Et moi, en tant que chercheur qui ai mené l'étude en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Et je vais laisser la parole à Placide. Merci Marie-Laure. Bonjour à tous. Effectivement, j'interviens avec la casquette de chargé de suivi et évaluation. Et c'est justement à ce titre que je suis intervenu dans le cadre de ce projet d'étude. Alors, chers invités, c'est un honneur et un plaisir pour moi de partager avec vous notre expérience sur cette étude socio-anthropologique portant sur les déterminants socioculturels des grossesses non désirées en Côte d'Ivoire. Cette enquête, en effet, est la résultante d'une demande des équipes MDM. Je vais donc d'entrée présenter le contexte dans lequel cette demande a émergé et comment est-ce qu'elle a été construite. Je vais donc introduire mon propos avec cette citation de Denis Diderot qui dit « Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore bien le faire ». Ainsi, en tant qu'acteur humanitaire, notre principal challenge est la satisfaction des bénéficiaires. Et cela passe par une bonne compréhension du contexte d'intervention. Il s'agit pour nous de comprendre les besoins immédiats des populations et de chercher à adresser les problèmes de fond, celles que nous appelons les causes racines. De façon spécifique, cette étude est née de la recherche d'une plus-value par rapport à des interventions existantes sur cette thématique-là. La question des grossesses non désirées, en effet, est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, parce qu'en 2013 et 2016, plus de 15 000 cas de grossesse ont été enregistrés uniquement en milieu scolaire. À cette époque, il y a de nombreuses interventions qui ont été initiées, aussi bien par les acteurs institutionnels que les organisations de la société civile. Entre autres, un plan des euro-grossesses visant à réduire les grossesses non désirées en milieu scolaire qui a été conduit par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui d'une agence des Nations Unies que nous nommons l'UNFPA. Et en dépit de toutes ces interventions, malgré tous les moyens qui ont été déployés, elles ne parvenaient pas à infléchir la tendance et en ce qui concerne le nombre de grossesses non désirées enregistrées chaque année. Donc on en comptait par an des milliers. Et Médecins du Monde exécutait depuis 2013 dans le sud de la Côte d'Ivoire un projet de réduction de la mortalité maternelle liée donc aux grossesses, notamment chez les femmes adultes. Sachant que les complications de grossesse, l'accouchement et les avortements clandestins sont la première cause de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, Médecins du Monde a souhaité apporter sa contribution à la résolution de cette problématique. Il était à ce stade donc déterminant pour nous d'éviter de construire juste un projet de plus sans avoir véritablement de valeur ajoutée. Nos attentes étaient donc spécifiques par rapport aux objectifs de cette étude. Il s'agissait dans un premier temps de collecter des données permettant de nourrir un plaidoyer en faveur de l'évolution du cadre législatif sur l'accès à l'avortement. Il était aussi question d'identifier de manière plus précise les barrières socioculturelles à la prévention des grossesses non désirées dans le contexte spécifique de la Côte d'Ivoire. Et enfin, nous souhaitions affiner l'approche communautaire à adopter dans la mise en œuvre d'un tel projet. C'est donc autour de ces attentes que se sont construits les axes de cette recherche. Je voudrais, à ce stade de mon propos, partager avec vous l'approche qui a été implémentée dans la construction des objectifs de cette étude. Médecins du Monde a choisi d'implémenter un projet qui soit fondamentalement participatif. Et c'est donc sur ce modèle que nous avons construit les objectifs de cette étude. Cette co-construction s'est traduite dans un premier temps par des consultations élargies au niveau des communautés et institutions. Elle s'est poursuivie par des allers-retours entre le terrain et le siège, pour être ensuite complétée par des recherches documentaires et le partage d'expériences similaires
en l'occurrence les enquêtes anthropologiques de Médecins du Monde au Burkina et de Yannick Jaffré autour de la sexualité adolescente en milieu scolaire. Nous voyons donc que notre étude avait de fortes attentes opérationnelles que Marie-Laure va développer en montrant dans quelle mesure ces attentes ont influencé la méthodologie de recherche. Je vais donc passer la parole à Marie-Laure pour donner un peu plus de précisions sur la méthodologie adoptée dans la mise en œuvre de cette étude pour répondre à nos attentes. Merci Placide. Donc après, je redonnerai la parole à Placide qui nous dira justement quelle a été l'utilité, l'utilisation de cette recherche pour la Côte d'Ivoire. Donc je vous propose que nous examinions ensemble en quoi le souci de faire des recherches utiles et utilisables va influencer la façon de les concevoir, de les mettre en œuvre et d'en restituer les résultats. Ma présentation va donc chercher à présenter les modalités de la construction du savoir socio-anthropologique lors des études que j'ai menées pour Médecins du Monde, donc l'une en Côte d'Ivoire en 2016 et l'autre à Madagascar en 2018. Des études sur les déterminants socioculturels des grossesses non désirées avaient déjà été menées par Médecins du Monde avec le LASDEL, représenté ici par Emmanuel Nkwe-Sambieni, au Burkina Faso, mais aussi en République démocratique du Congo, au Pérou et en Palestine. Et les études que j'ai menées en Côte d'Ivoire et à Madagascar visaient à continuer à développer des savoirs, mais en ayant cette fois-ci un focus sur les normes et pratiques des adolescents en sexualité et sur les barrières spécifiques pour les adolescents à l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, et notamment la prévention et la prise en charge des grossesses non désirées. Et les résultats de ces études devaient, comme l'a expliqué Placide, participer à penser des stratégies de prévention et qui prennent en compte toutes les difficultés d'adhésion au programme. Les modalités de construction du savoir socio-anthropologique au sein de Médecins du Monde sont contraintes par le double modèle de la recherche opérationnelle, tel qu'il a été défini par l'OMS, mais aussi de la recherche anthropologique rapide, telle qu'elle est définie dès les années 80 par des anthropologues, que ce soit Chambers en 1980 ou encore Scrimshaw et Hurtado en 87. Donc il s'agissait d'être en capacité de donner en un temps court des informations et des analyses socioculturelles précises et ciblées afin de pouvoir alimenter la réflexion des opérationnels pour les orientations à donner au programme de Médecins du Monde. Alors, le modèle de la recherche anthropologique rapide a impliqué des contraintes importantes. Pour éviter les biais liés au temps d'enquête court, il a fallu engager une extrême rigueur scientifique, s'appuyer en amont sur une solide revue de littérature et mobiliser une expérience et connaissance préalable de la thématique et du type de terrain, tout en analysant en parallèle le plus finement possible l'influence de mes postures et de mes points de vue en tant que chargée d'enquête. La gestion du temps court a nécessité également de m'appuyer sur des médiateurs, des facilitateurs ou des traducteurs pour un accès rapide au terrain. Et il s'agit alors d'être particulièrement vigilante à analyser leur influence et aussi à veiller à l'hétérogénéité de leur profil, que ce soit au niveau de leur origine ethnique, de leur genre, de leur âge, de leur statut socio-économique, de leur institution ou association d'origine, etc. Le modèle de la recherche opérationnelle a impliqué, quant à lui, que l'utilité et l'utilisation de la recherche soient pris en compte durant l'ensemble du process de recherche et qu'en conséquent, une place importante soit accordée à la pluridisciplinarité dans la définition des objets de recherche et dans le suivi de la recherche. Donc pour cela, il a été recherché de privilégier le dialogue pluridisciplinaire avec les opérationnels. Alors, ce dialogue a été favorisé, comme l'a déjà expliqué Placide, par les modalités de suivi de la recherche, par un groupe de pilotage qui rassemblait à la fois des membres du siège de Médecins du Monde et aussi des représentants des équipes terrain. Il s'est alors agi de ce fait aussi de veiller aussi à garder une certaine distanciation avec les logiques opérationnelles, puisqu'elles relèvent d'une logique différente de celle du chercheur, et d'être pour les uns comme pour les autres, d'être en capacité de négocier un espace d'intercompréhension. Alors, par exemple, pour déterminer les zones d'enquête. Donc, j'ai déterminé les profils des personnes enquêtées, les types d'observations à réaliser
et les lieux où mener ces entretiens et ces observations. Les sites, eux, ont été choisis essentiellement par l'équipe Médecins du Monde, en tenant compte conjointement de mes recommandations et des sites retenus par Médecins du Monde pour son projet. Donc, en Côte d'Ivoire, les entretiens et observations avec les décideurs se sont déroulés majoritairement à Abidjan, et la totalité des autres entretiens et observations s'est déroulée dans le district sanitaire de Soubré, et plus précisément dans les villes de Soubré et Méagui, et dans 3 campements, Gnokboyo, Zakewa et Bakoyo. À Madagascar, l'ensemble de l'enquête s'est déroulé sur Antananarivo, puisque c'est là que se déroule le projet de Médecins du Monde. Elle s'est déroulée dans 24 Folktime, c'est-à-dire 24 quartiers répartis sur 5 arrondissements. La méthodologie d'enquête a triangulé entretien individuel, entretien collectif et observation auprès des adolescents et des jeunes, ainsi qu'auprès de parents, d'acteurs socio-éducatifs, de leaders communautaires, de leaders religieux, de décideurs et des acteurs présents dans le parcours de soins des adolescents, qu'ils soient soignants en centre de santé, guérisseurs, vendeurs de rue, pharmaciens, etc. Le projet Médecins du Monde cible les adolescents et les jeunes scolarisés. Donc sur les 615 enquêtés, ce sont 254 collégiens et lycéens de 8 collèges-lycées qui ont été entendus. À Madagascar, le projet Médecins du Monde cible autant les scolarisés que les non scolarisés. Et sur les 409 enquêtés, ce sont 120 adolescents ou jeunes scolarisés et 142 adolescents ou jeunes non scolarisés qui ont été entendus. Des guides d'observation, des guides d'entretien ont été conçus et traduits. Durant les entretiens et observations, des prises de notes et des enregistrements ont pu être effectués. La méthodologie a pris en compte les précautions éthiques nécessaires avec une vigilance particulière pour les entretiens avec les mineurs. J'ai présenté le protocole de recherche au comité d'éthique de la recherche biomédicale de Madagascar qui l'a validé. En Côte d'Ivoire, pour des raisons d'agenda opérationnel, Médecins du Monde n'a pas souhaité présenter le protocole de recherche au comité d'éthique de Côte d'Ivoire parce que cela repoussait d'au moins 6 mois l'étude et il y avait des contraintes pour le démarrage du projet Médecins du Monde. Alors, l'équipe d'enquête était constituée en Côte d'Ivoire de moi-même et de Placide Coletti. En arrivant sur le terrain, en apprenant que Placide devait m'accompagner sur le terrain pendant une partie de l'enquête, j'ai proposé qu'il puisse participer à la collecte de données en tant qu'enquêteur, puisque d'une part, cela permettait de favoriser l'appropriation des résultats d'enquête par les opérationnels, et aussi ça permettait de bénéficier d'une équipe de recherche mixte, ce qui était, semble-t-il, important pour mener des entretiens avec les adolescentes et les adolescents sur leurs normes et pratiques en sexualité. En Côte d'Ivoire, l'équipe Médecins du Monde avait préorganisé un agenda en prenant déjà des contacts et certains rendez-vous. Par exemple, sur chaque collège ou lycée, les proviseurs et enseignants étaient informés de mon jour de visite et du coup, ça fait que des élèves pouvaient avoir été pré-regroupés pour les entretiens. Du coup, pour éviter le biais d'élèves présélectionnés par les acteurs socio-éducatifs, il a été fait systématiquement des entretiens complémentaires auprès d'élèves rencontrés de façon aléatoire sur le site scolaire ou aux alentours du site scolaire. Et pour limiter le biais du choix des sites scolaires pour rencontrer les adolescents et les jeunes, ce sont des lieux qui peuvent contraindre la parole des adolescents. Des entretiens ont aussi été menés dans leur lieu de vie et de rencontre. On voit ici sur les photos un entrée-couchée, c'est-à-dire une chambre que partagent des élèves pendant le temps scolaire et où ils s'autogèrent. Donc leurs parents restés au village leur louent ces chambres à l'année pendant le temps scolaire. Il était important de pouvoir se rendre sur ces lieux pour mieux observer et comprendre la vulnérabilité socio-économique et psycho-affective des adolescents et, comme je le dis aussi, pour libérer davantage leurs paroles. Alors, cependant, l'agenda déjà serré préparé par les opérationnels a nécessité pour ces ajustements de devoir intensifier le rythme d'enquête. Lorsqu'il a été en plus nécessaire d'ajouter de nouveaux sites du fait de nouveaux éléments apparus, c'est-à-dire de se rendre sur les campements éloignés dont étaient originaires les élèves scolarisés en ville, la collecte de données est devenue plus qu'intense, ce qui présente un risque pour la prise de recul nécessaire à l'analyse des données.
Alors on peut citer comme raison à cette surcharge de l'agenda un manque de souplesse dans l'agenda qui était lié à la crainte des équipes opérationnelles de problèmes diplomatiques si des entretiens prévus avec des groupes d'enquêtés étaient annulés, et ceci alors même que j'étais arrivée à saturation des données pour ces groupes cibles. On peut citer aussi le fait qu'il y avait une complexité des organisations sociales avec la présence de plusieurs groupes ethniques sur chaque site et l'obligation sociale de visiter les leaders communautaires de chaque ethnie tout en respectant des règles de préséance entre ethnies. Et puis rappelons que nous n'étions que 2 enquêteurs pour mener l'ensemble des entretiens et observations. Alors pour éviter le renouvellement de cette prise de risque lors de l'enquête qui a suivi à Madagascar, j'ai d'une part informé les opérationnels des modalités de construction du savoir socio-anthropologique et de la liberté nécessaire du chercheur qui passe par la maîtrise de l'agenda. Et j'ai pris d'autre part des dispositions pour pouvoir étoffer l'équipe d'enquêteurs. Comme en Côte d'Ivoire, il a été proposé à l'équipe Médecins du Monde de Madagascar de participer à la collecte des données. Alors l'équipe n'était cependant pas en capacité de dégager du temps pour une participation à la collecte de données. J'ai donc recruté 2 jeunes femmes malgaches extérieures à Médecins du Monde, mais qui pourraient avoir des opportunités de travailler pour le projet Médecins du Monde par après. J'avais aussi rencontré les différentes associations de jeunes pères, donc pères PIRS, partenaires de Médecins du Monde, et j'ai souhaité recruter et former des jeunes pères comme enquêteurs. Ils étaient particulièrement intéressés, mais malheureusement, leur agenda était occupé par un atelier organisé par Médecins du Monde. Ils sont cependant restés impliqués dans le suivi de l'étude. Donc, utiliser une approche par la recherche participative peut, à travers une implication des différents groupes dans les différentes phases de la recherche, augmenter la capacité d'agir des différentes parties prenantes. Cependant, la mise en place de ces méthodes demande à être anticipée et pour cela d'être prévue dès la conception des études et que les opérationnels soient sensibilisés à celles-ci. Alors, en dehors de l'importance accordée au dialogue pluridisciplinaire avec les opérationnels, et l'importance tentée d'accorder aux méthodes participatives, pour produire des savoirs utiles et utilisables, il m'a semblé également pertinent de privilégier une approche par l'analyse de l'enchevêtrement des logiques sociales, telle que décrite par Jean-Pierre Olivier de Sardan. Il s'agit d'analyser les interfaces entre des acteurs au statut différent afin de comprendre les logiques sociales participant à exposer les adolescents aux grossesses non désirées et aux avortements, mais aussi de repérer l'émergence de nouvelles logiques sociales à même de lutter contre ces inégalités de santé, puisque c'est ces nouvelles logiques sociales qu'ensuite Médecins du Monde et ses partenaires pourront appuyer. Le savoir socio-anthropologique s'est construit au cours des enquêtes à travers la collecte et l'analyse des différents types de savoirs et des différentes représentations présentes au sein de la société ivoirienne ou malgache, et tout en cherchant la mise en lien et le dialogue entre ces savoirs lors des restitutions des résultats des études aux différents groupes. Donc la restitution des résultats des études peut donc s'apparenter à un travail de médiation entre différents groupes ayant chacun une forme de savoir, des représentations complémentaires à celles des autres groupes, et ceci afin de permettre de générer une intercompréhension. Tout comme l'ont été les résultats d'enquête, les recommandations données à Médecins du Monde à l'issue de la présentation des résultats d'études sont issues de ce processus. Elles s'appuient sur les recommandations recueillies auprès de chaque groupe d'enquêtés, sur leur confrontation et sont croisées avec les nouvelles logiques sociales émergentes repérées en cours d'enquête. Pour conclure sur cette partie concernant la méthodologie d'enquête, je dirais que les atouts principaux de la recherche opérationnelle à Médecins du Monde et en ONG de façon plus générale sont de produire des informations socio-culturelles en un temps court qui soient compatibles avec les agendas humanitaires, de favoriser le dialogue interdisciplinaire autour d'un problème de santé publique, de permettre aux apports des sciences sociales d'être intégrés par les décideurs et de participer à faire évoluer les cadres de pensée en santé publique, de développer la réflexion sur les modes de restitution des résultats des études de façon à ce qu'ils soient réappropriés par les décideurs et acteurs des programmes.
Alors, les limites, elles semblent être liées quant à elles à la nécessaire prise en compte de logiques extérieures à la démarche socio-anthropologique qui sont liées à des besoins opérationnels avec ses corollaires tels qu'on l'a vu, le temps court, la maîtrise partielle de l'agenda, etc. Les modèles conceptuels et méthodologiques en socio-anthropologie de la santé, en ONG, semblent également avoir encore à évoluer pour répondre aux défis auxquels est confrontée la recherche opérationnelle. Pour cela, il semble nécessaire de développer des interfaces plus importantes avec le monde académique, puisque c'est à travers les échanges entre chercheurs et la perpétuelle remise en question de ces méthodologies et des résultats de ces recherches par d'autres que pourront aussi se construire de nouveaux modèles. Alors, j'ai été tenue de développer surtout les questions méthodologiques, ce qui nous laisse peu de temps pour la présentation des résultats d'études. Je vous invite à lire les 2 rapports d'études pour en prendre connaissance, qui sont disponibles ici ou bien en ligne. Je vais juste ici présenter de façon extrêmement succincte quelques résultats liés à l'enquête menée en Côte d'Ivoire pour permettre à Placide de rebondir ensuite sur l'utilité et l'utilisation de cette étude dans le projet Médecins du Monde. Alors, l'étude anthropologique menée en Côte d'Ivoire s'intéresse à comprendre les difficultés d'adhésion des collégiens et lycéens ivoiriens face aux messages de prévention qui leur sont donnés. L'analyse des cadres de la construction sociale de la sexualité adolescente a montré que les adolescents sont soumis à une pression de leurs pairs et à une influence des médias qui les incite à une sexualité précoce et à la multiplication des partenaires. Le cadre normatif traditionnel est quant à lui en perte d'influence pour transmettre des normes de virginité et de fidélité. Par exemple, des adolescents disent « Dès le primaire, on voyait la pornographie. On se sentait excité. On avait envie de faire pareil. Avec la pornographie, on apprend comment il faut faire avec les filles. » D'autres « Si tu as toujours pas fait, c'est moquerie, insulte. On dit « Tu as pas courage, tu es handicapé, tu es coagulé, que tu es pas garçon, tu es un homosexuel. » Les barrières socioculturelles à l'accès aux méthodes contraceptives sont nombreuses. Les préservatifs sont plus accessibles et préférés par les adolescentes, mais elles négocieront difficilement son port auprès de leur partenaire. Une sage-femme dit « Elles sont trop petites, c'est l'abstinence qu'il leur faut. Je leur dis de revenir quand elles auront l'âge, qu'elles sont mariées avec leurs études. » Des parents « La contraception, pour celles qui n'ont pas encore eu d'enfants, on dit que ça rend stérile. On ne veut pas de ça pour nos filles. » Les adolescentes perçoivent les risques liés à la sexualité, mais ont peu de capacité d'agir pour s'en prémunir. Elles doivent quotidiennement arbitrer entre les risques liés à la sexualité et ceux qui sont liés à la précarité et aux violences liées au genre lorsqu'il s'agit de refuser un rapport ou de négocier le port du préservatif. Des collégiennes disent par exemple « Ils disent abstinence. Le riz est fini, tu manges pas depuis... Tu fais quoi? Si un homme propose de t'aider, tu fais quoi ?» D'autres collégiennes. Que toi, tu vas faire quoi avec préservatif? Il te dit ça. Et il commence à t'insulter. Tes parents n'ont rien. On veut te donner l'argent et toi, tu es là, tu te pavanes partout. Il y a d'autres aussi, ils t'attrapent et ils commencent à te... Une autre. Ça, c'est le viol, voilà. Carrément, souvent même, ils te violent. Silence. C'est dur. Nous en concluons que les programmes surresponsabilisent les adolescentes par le biais d'une approche individuelle qui ne prend pas suffisamment en compte leur faible capacité d'agir. Alors je rappelle que tout comme les résultats d'études, les recommandations précises et détaillées émanant de la consultation des différents groupes d'enquêtés sont consultables dans le rapport d'études. Nous allons juste ici citer les principes qui sous-tendent les recommandations. Donc, nous recommandons de prendre en compte au maximum les demandes et besoins exprimés par les enquêtés qui ont été classés dans le rapport selon les 3 axes d'activité suivants. Lutter contre la vulnérabilité psychologique et socio-économique des adolescents, lutter contre les inégalités et violences liées au genre, renforcer l'accès des adolescents à la contraception avec une approche par les droits et par la réduction des risques. Alors, nous recommandons comme approche méthodologique de favoriser la prise de parole des adolescents dans la recherche participative de solutions individuelles et collectives, d'intégrer les adolescents, les parents, les leaders religieux et communautaires,
les soignants et les acteurs socio-éducatifs dans la réflexion et les prises de décision aux différentes étapes du cycle de projet de médecins du monde, de prendre en compte les déterminants socio-culturels des différents groupes et des différentes communautés dans la déclinaison des activités en adaptant les outils et les vecteurs de communication, que ce soit d'adapter le contenu, le langage, la langue, de s'appuyer sur les personnes reconnues légitimes au sein du groupe pour aborder le sujet, etc. D'assurer la continuité des actions entre le temps scolaire et les périodes de vacances au campement. Il s'agit également de poursuivre en étroite collaboration avec la société civile ivoirienne les actions de plaidoyer dans la continuité des démarches déjà engagées par Médecins du Monde en Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous voyons donc qu'il s'agirait de favoriser une approche globale et multifactorielle impliquant l'ensemble de la société pour améliorer l'impact de ces programmes. Au-delà, il s'agit de viser une transformation sociale à même de donner un cadre habilitant aux adolescents pour leur permettre d'accéder à la santé sexuelle et reproductive et à l'égalité des genres. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Placide qui va vous dire comment ils se sont appropriés les résultats de cette étude. Merci Marie-Laure. Donc mon exposé va donc s'articuler autour de deux axes: l'appropriation de l'étude, comment est-ce que nous avons utilisé les recommandations de Marie-Laure et quelle est la plus-value de cette étude dans la mise en œuvre de notre projet. Je voudrais aussi préciser que le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de ressortir toute la richesse de cette étude pour nous. Donc je vais faire l'effort de ressortir juste quelques éléments précis. Je commencerai par la plus-value et l'utilité de l'étude. Donc, dans l'incapacité de couvrir de façon exhaustive la plus-value de cette étude pour notre projet, je voudrais tout de suite reprendre les propos de mes collègues que j'ai recueillis juste avant de venir ici. Ils ont tout simplement dit que cette étude est notre boussole dans la mise en œuvre du projet. Et au-delà de la prise en compte des recommandations, nous pouvons dire que ces différents résultats et ces différentes recommandations ont renforcé la légitimité de Médecins du Monde en tant qu'acteur de premier plan dans la lutte contre les grossesses non désirées en Côte d'Ivoire. En effet, à l'issue d'une présentation des résultats de cette étude lors d'un atelier qui a été initié par l'UNESCO, le représentant mandaté par cette institution a indiqué que l'étude devait servir de référence pour toute intervention concernant cette population et sur cette thématique, je veux dire la santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, il n'y a pas longtemps, le 6 décembre dernier, nous avons été sollicités par le ministère de l'Éducation nationale qui tient le lead de toutes les dynamiques qui visent à lutter contre les grossesses non désirées. Cette institution nous a sollicités pour partager notre expérience sur la lutte contre les grossesses non désirées dans le cadre d'un atelier au niveau de Yamoussoukro. Le deuxième aspect de ma présentation concerne la plus-value de cette étude, notamment ma participation en tant qu'enquêteur au niveau donc, de la mise en œuvre du projet. Donc, en tant que chargé de suivi et évaluation, ma participation m'a permis d'entendre des témoignages qui m'ont amené à re-questionner moi-même mes propres représentations et de m'ouvrir à d'autres perspectives par rapport à la sexualité adolescente. C'est donc ce cheminement personnel que j'ai fait moi-même qui oriente en fait la façon dont j'interviens dans les ateliers de discussion ouvertes au cours desquels nous discutons de sujets qui sont souvent tabous et qu'on a du mal à aborder de façon publique. Je m'appuie sur les expériences partagées par les élèves, par les adolescents et jeunes, pour illustrer mes propos et pour orienter les discussions. Encore en tant que chargé de suivi et évaluation, cette étude me permet d'avoir ce regard transversal nécessaire au suivi de la qualité de la mise en œuvre du projet, mais également nécessaire à la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et de s'assurer que cette étude, ce projet tel qu'il est exécuté, prend effectivement en compte la réalité des jeunes. Donc après ce volet, je vais donc ici exposer comment est-ce que nous avons intégré les recommandations dans le design, dans la construction du projet lui-même. Comme l'a rêvé Marie-Laure, il y a des injonctions qui influencent le comportement des adolescents et jeunes. Ces injonctions mettent en fait aux prises deux dynamiques qui sont contradictoires. D'une part, il y a la pression des pairs et l'influence des médias. Et d'autre part, les cadres institutionnels traditionnels qui sont en perte d'influence. En vue d'offrir à ces jeunes un cadre leur permettant d'avoir accès à des messages adaptés à leur réalité,
tout en leur offrant la possibilité d'adopter un comportement responsable en matière de sexualité. Le projet a intégré des activités visant à renforcer leurs connaissances et leur capacité d'agir. Ces actions également ont ciblé les communautés. Vous verrez ici que le logo, la charte graphique et la domination du projet, Go et Mogo Yere, témoignent de l'implication de ces jeunes. Il a été élaboré en collaboration avec ces derniers et les messages sont diffusés à travers des spots radio afin d'améliorer les connaissances des populations en général et des adolescents et jeunes en particulier. Il en est de même pour le slogan que vous verrez à l'intérieur du logo, « Sans contraception, pas de connexion ». Ce message est totalement en rupture avec le message d'abstinence et de virginité véhiculé par les programmes, mais non assumé par les jeunes, et totalement en décalage avec le vécu des adolescents et jeunes. En effet, si les jeunes sont suffisamment influents pour entraîner leurs amis dans des risques sexuels, nous pensons qu'ils peuvent constituer un levier intéressant de changement de comportement. À ce titre, des temps de parole sont dégagés via des émissions radio animées par ces jeunes. Vous voyez donc sur cette image, juste à l'angle à gauche, 4 de ces jeunes en train d'animer une émission radio. En vue de réduire ce décalage entre la sexualité telle que vécue par les adolescents et la perception que les communautés en ont, un pôle de 54 agents de santé communautaire a été recruté dans le vivier du ministère de la Santé. Formés par le projet, ils interviennent dans les communautés, en zone urbaine, où sont les jeunes pendant l'année scolaire, ainsi que dans les campements et villages. Leur mission est d'informer les jeunes sur la disponibilité des services, les encourager à y recourir tout en œuvrant en faveur d'un soutien plus accru des communautés. Ce réseau d'acteurs participe activement à la stratégie de réduction des risques à travers la veille sur les cas d'interruption volontaire de grossesse et le référencement vers les centres de santé. En ce qui concerne la levée des barrières socioculturelles, en complémentarité des activités d'information, d'éducation et communication évoquées tout à l'heure, un ensemble d'activités visant spécifiquement à lever les barrières socioculturelles ou à réduire leur influence au niveau des acteurs du projet, mais également au niveau des partenaires de mise en œuvre ont été identifiés et sont implémentés de façon continue. Il s'agit d'ateliers sur les représentations et les droits sexuels et reproductifs. Cette activité vise la déconstruction des savoirs et des représentations autour de la sexualité et de la santé sexuelle et reproductive. Peut-être que je vais retrouver le... Voilà. Donc vous avez sur cette diapo une vue de l'ensemble de ces activités qui ont ciblé l'ensemble de nos parties prenantes. Vous verrez des autorités, des jeunes et également des femmes. Ces ateliers sont en fait l'occasion d'amener les participants à questionner leur propre perception de la sexualité en les confrontant à d'autres réalités via une approche de discussion qui soit ouverte et contradictoire sur des questions qui demeurent très souvent tabous dans nos sociétés. Par ailleurs, au cours de ces ateliers, à chaque activité d'envergure, impliquant toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les composantes de la société, nous faisons allusion ici aux réunions de coordination élargies, au pré-lancement et au lancement du projet. Les résultats de l'étude sont présentés. La plus récente a été faite le 6 décembre dernier au cours de la réunion de coordination élargie. Et ici, je vous présente un verbatim du directeur régional de la santé. Il a indiqué que effrayer les jeunes ne peut rien faire dans cette situation. Il faudrait qu'ils aient toutes les informations. Ces ateliers donc facilitent l'acceptance et la compréhension de l'intervention de Médecins du Monde. Vous verrez sur cette image un infirmier au cours d'une consultation foraine. Sur l'image tout à fait au centre, il refusait systématiquement l'accès à la contraception aux adolescents. Mais au fil des discussions dans le cadre de ces ateliers, il a changé d'avis et vous le voyez ici, non seulement dans un premier temps en train de sensibiliser, en train d'informer les jeunes sur les méthodes de contraception, mais il fait partie aussi d'un dispositif de prestataires de santé qui dispense les méthodes de contraception justement à ces jeunes-là. Je vous ai dit donc en définitive, le projet dans sa construction et sa mise en œuvre s'appuie sur une approche globale.
Elle se traduit concrètement par la mise en place d'un maillage d'acteurs issus de toutes les composantes de la société. Voilà, donc c'est un peu ce maillage que nous exposons sur ce slide. Vous voyez qu'on a quasiment toutes les parties prenantes représentées ici par les différentes couleurs, aussi bien au niveau de l'éducation, du social que de la santé. Je voudrais donc, pour terminer mon propos, adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à travers Magali au pôle de recherche et apprentissage de m'avoir associé à cette expérience, à la coordination de Médecins du Monde en Côte d'Ivoire pour la confiance accordée et à toute l'équipe du projet Go Mogoyere à Soubré. Je n'oublie pas l'ex-coordinatrice de Médecins du Monde, Mme Clémence Aïdara, qui a cru en moi, et surtout à Marie-Laure pour m'avoir permis d'apprendre à ses côtés. Et enfin, je voudrais dire merci à l'ensemble de cette belle équipe de Médecins du Monde. Je vous remercie. Voilà. Donc, merci aux présentateurs pour la richesse de leur présentation. Nous avons, avant de passer la parole à Yannick, je tiens à pas redire ce qu'ils ont dit, mais à dire très rapidement qu'ils ont, leur présentation a traversé un certain nombre de questions sur lesquelles je crois on va faire le débat. La première, c'est ce que j'essaie d'appeler la neutralité, c'est-à-dire que sur le terrain, quelle est la possibilité que nous avons, malgré tout ce qui est écrit sur la neutralité, d'être toujours neutre? Quelle est la place de la liberté du chercheur? Nous avons vu que Marie-Laure a dû faire des choix, parfois sur des terrains en Côte d'Ivoire, Madagascar. Comment on se débrouille? Peut-être le terme, c'est ça, quand on est sur un terrain précis. Il y a la question, ça va avec les négociations contextuelles, c'est-à-dire que parfois des contraintes se posent, des possibilités, des non-possibilités. On voit qu'il y a une négociation continue. Comment est-ce que cette négociation permet toujours la science d'être faite et d'être dite? Il y a des questions d'éthique. Voilà. Vous avez bien vu qu'à Madagascar, on est passé par un comité en Côte d'Ivoire, non. Dans la présentation, vous avez vu des photos des élèves dans leur chambre, dans leur espaces intimes. Il y a des questions d'éthique sur le terrain, dans la présentation, dans les résultats, dans les vulgarisations. Je pense que c'est des questions sur lesquelles on doit revenir. Il y a ce qu'on appelle le corpus, que les quantitativistes peuvent appeler l'échantillon, c'est-à-dire quelles sont les catégories d'acteurs qui sont convoqués et comment pour avoir les résultats. Ces questions-là. Les questions d'affect, j'ai bien suivi les visages quand on présentait certaines diapos, comment est-ce que sur le terrain, on se maîtrise pour toujours rester le chercheur et non, par exemple, l'intervenant qui prend pitié, qui ne prend pas pitié, ainsi de suite. Toutes ces questions sont fondamentales. Il y a une question que je ne vais pas laisser de côté, ce sont les agendas. C'est-à-dire que quand nous sommes en contexte de bailleurs ou de partenaires, surtout dirigeants, si je peux dire ça, les gens qui sont dans l'humanitaire comme Médecins du Monde, les agendas d'intervention ne sont pas toujours en connexion, pour utiliser le terme ivoirien, avec les agendas de la recherche. C'est pourquoi, par exemple, le comité d'éthique n'a pas pu voir le protocole passer en Côte d'Ivoire parce que 6 mois. Il y a aussi quand même ces questions administratives, procédurales, notamment le temps des comités d'éthique. Il y a des travaux en la matière. Donc, et puis, il y a une dernière question que je trouve fondamentale. Ce sont les recommandations. Quelle est souvent, en termes de recommandations, la pertinence, l'opérationnalité et l'opérationnalisation? Parce que quand on regarde la recommandation de Marie-Laure, est-ce que ça va être vraiment pris en compte? D'abord, est-ce que ces recommandations sont vraiment le reflet du terrain? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais est-ce que la philosophie même de Médecins du Monde, le modèle interventionniste de Médecins du Monde lui permet de faire tout ce que Marie-Laure recommande, même si c'est toujours pertinent? Voilà ces questions-là. Donc, le prof Yannick, que je connais bien, qui a une longue expérience de terrain en Afrique et partout ailleurs, en santé, en tout cas dans toutes les situations, va revenir sur ce qu'on peut appeler la matérialité, la technicité, l'ingénierie et la philosophie générale des études qualitatives, surtout dans le domaine de la santé, avant qu'on passe au débat. Rassurez-vous, on a encore un peu de temps pour ça. Merci. Bien, merci beaucoup, Emmanuel. Tu fais une annonce grandiose, alors je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Donc, merci tout d'abord à Magali, on se connaît depuis longtemps, et vraiment merci pour ce travail, à Nicolas. Et puis un merci particulier à Isaline, que j'ai beaucoup ennuyée, j'en suis vraiment encore une fois désolé, et elle a été quasiment une mère pour moi, puisqu'on est dans le domaine de la santé maternelle. Voilà.
Voilà, donc je vais essayer. Alors, globalement, tout ce qui a été dit, bon, on a fait des enquêtes un peu similaires dans d'autres endroits et globalement, on est à peu près d'accord. Donc, je vais pas redire. Il y a aussi des textes, des petits films que vous pourrez trouver sur différents sites qui disent à peu près la même chose. Et je pense que là-dessus, on est d'accord. Ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est plutôt de réfléchir, puisque c'est ça le thème, sur la place des sciences sociales dans ces activités. Alors je vais partir de quelque chose qui n'est pas du tout démago, je le fais très simplement parce que je le pense. C'est qu'en fait, entre, par exemple, Médecins du Monde, mais aussi des chercheurs, finalement, il y a une très grande similarité. C'est-à-dire que quand on agit, on a tous les deux, enfin, à supposer qu'on soit deux différents, enfin, on va partir de cette image, on a tous les deux des hypothèses de travail. Et on a envie d'essayer de tester ces hypothèses et éventuellement d'agir. Donc, finalement, pas de grande différence au départ entre les gens qui font des sciences sociales, qui ont la chance de faire ça comme métier, et ceux qui sont engagés dans une action pour rendre le monde un peu plus juste. Peut-être la différence, c'est que les anthropologues sont des gens qui ne croient pas en grand-chose. On est assez vigilants et finalement, d'abord, on ne croit pas beaucoup aux mots. Et alors pour nous, cette histoire du développement, c'est aussi, d'une certaine façon, c'est un roman. C'est un peu comme Balzac qui fait balader ses personnages de livre en livre. Et on voit bien que le monde du développement, c'est avant tout, et peut-être au départ, en dehors de toutes les institutions et des financements et des actions, c'est aussi une structure narrative. C'est aussi une manière de raconter le monde. Alors les institutions de développement, elles changent parce qu'il y a des moments où c'était extrêmement, humanitaire, et puis il y a des versions qui sont moins humanitaires, il y a des versions qui sont plus réalistes. Mais on voit quand même que d'une certaine façon, il y a un discours explicite, on va faire quelque chose pour un certain nombre de populations. Et puis derrière, il y a des catégories qu'on peut dire implicites. Et ces catégories implicites, elles sont extrêmement prégnantes. Alors je vais prendre quelques-unes de ces dimensions implicites. Par exemple, on parle de société civile. Alors en général, la société civile, c'est plutôt bien. On parle de communauté, comme s'il y avait des communautés en Afrique, comme s'il y en avait ailleurs, comme si c'était pas partout un panier de crabes. On parle de la famille comme étant une structure d'accueil, comme si une famille, c'était pas des lieux de tension, ici comme ailleurs. Alors, vous voyez, après, une fois qu'on est d'accord là-dessus, quand vous voulez présenter un projet de développement, quand vous voulez être financé, vous avez intérêt à utiliser ces catégories-là. Si vous dites la famille, c'est la honte. Si vous dites il n'y a pas de société civile, c'est le bordel. Vous avez moins de chances d'avoir un projet financé. Donc vous rentrez dans ces catégories, vous les utilisez, puis vous les mettez en place dans un récit. Et la structure narrative de ce récit, en général, c'est tous vos programmes qu'on des fois on présente sous Excel, etc. C'est-à-dire qu'avec quelque chose dans le genre, à l'issue des 2 premières années, la communauté sera sensibilisée. Alors vous ne savez pas ce qu'est une communauté, vous ne savez pas ce qu'est sensibilisé, et vous dites dans 2 ans, on verra bien. Et puis, à côté, on vous dit conditions requises, que tout aille bien, que la politique soit sympa, que le prix de l'arachide augmente, qu'il n'y ait pas de gilets jaunes dans le coin. Et vous voyez, avec ça, vous faites quelque chose qui va passer, tout le monde va dire c'est bien, on est d'accord et ça marche. Donc avant tout, faire du développement, c'est accepter une structure narrative qui semble désigner le réel, qui semble dire le réel. Et si on veut faire un peu du Freud à la petite semaine, vous voyez que le retour du refoulé, il arrive assez rapidement. Il arrive assez rapidement parce qu'entre les programmes qu'on met en place et puis ce qui se passe réellement, il y a des discordances, il y a des disjonctions. Alors on peut en citer quelques-unes, je reviendrai peut-être là-dessus. Par exemple, on veut que les sages-femmes, nos braves sages-femmes, taillables et corvéables à merci, qu'elles partent en brousse. Elles n'y vont pas. Elles n'y vont pas depuis, finalement, on a des textes qui datent des années 1940. Déjà en 1940, elles ne voulaient pas y aller. Mais comme elles n'y vont pas, on continue à leur dire d'y aller. Et comme elles n'y vont pas, on met de plus en plus d'argent et de plus en plus de programmes pour qu'elles y aillent, et elles n'y vont toujours pas. Mais comme elles n'y vont pas, ça encourage à refaire des programmes pour qu'elles y aillent. Vous voyez ? Et depuis 1940, on met en place des programmes pour que les sages-femmes aillent en brousse et elles n'y vont pas. Bon, voilà. Mais c'est une discordance.
Une autre chose, c'est par exemple la fécondité qui baisse que marginalement. Elle baisse pas tant que ça. Alors là, c'est pareil, on met en place des programmes. Il y a l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, excellente idée, mais bon, ça marche pas très fort, etc. Mais vous voyez qu'il y a un ensemble comme ça de discordances qui arrivent entre nos beaux organigrammes, nos chronogrammes, où tout est bien dans le meilleur des mondes, et puis de l'autre côté, la sanction du réel. Alors ça pose un premier problème, ce sont ces disjonctions non voulues. Et puis, en revanche, il y a des disjonctions voulues, c'est celle des militants, qui pensent que toutes les notions ne sont pas universelles, mais qu'elles sont éventuellement universalisables. Par exemple, les égalités hommes-femmes, bon, voilà, on pense que c'est bien. L'avortement légal, on pense que c'est bien. La contraception libre, on pense que c'est bien. Et alors là, il y a une action militante en sachant réellement que entre le programme qu'on va mettre en œuvre et les résultats que l'on va obtenir, ça va frotter. Il va y avoir des petites discordances, mais ça, c'est normal puisque ça résulte d'une option que l'on a prise sur le monde en pensant que si tout n'est pas universel, on peut souhaiter que certaines notions soient universalisables. Je vous renvoie là-dessus à certains travaux de Mireille Delmas-Marty sur le droit comparé, où elle fait des analyses tout à fait intéressantes là-dessus. Mais en gros, les questions qu'on peut se poser, si on s'accorde là-dessus, c'est qu'il y a d'un côté des discours entre les sciences sociales et les actions des ONG. On est à peu près d'accord que d'un côté, on a des discours qui décrivent le monde et qui sont supposés être congruents, c'est-à-dire dans un certain rapport avec le monde. Il y a des actions qui sont supposées transformer le monde et on essaie de les mettre en œuvre. Et on essaie de mettre en œuvre ces actions selon des ordres de valeurs, la justice, l'égalité, etc., qui sont des systèmes de valeurs que l'on suppose à peu près universels. Donc là-dessus, on est, disons, à peu près d'accord. Alors, il me semble que pour essayer de voir comment, sur ces points-là, les sciences sociales travaillent, plutôt que d'entrer dans trop d'exemples ou dans de grandes réflexions, il me semble que les sciences sociales travaillent selon 4 principes que je vais essayer d'illustrer un petit peu avec vous pour éclaircir peut-être ou donner une option, enfin, qui sont peut-être mes options sur ce monde du développement. Le premier principe, c'est le fait de s'étonner. Vous savez que l'anthropologie, contrairement à ce que disent certains gogos, c'est pas du tout la science de l'autre. Voilà. L'anthropologie, c'est la science du même. Un même qui est toujours différent. Et s'il y a une altérité, c'est pas que les gens seraient autres, mais c'est que les gens sont simplement, on les construit comme des autres. Si je regarde quelqu'un et que je lui demande qui tu es, eh ben, rien que la question qui tu es, je le considère comme un autre. Et donc, l'anthropologie, c'est une façon de construire de l'altérité, c'est pas une façon de parler d'une altérité qui serait essentielle aux autres. Donc, on construit de l'altérité. Alors, cette altérité, c'est vraiment une façon de s'étonner du monde. Il y a un historien italien qui parle de l'estrangement. Et vraiment, bon, un anthropologue, c'est quelqu'un qui dit, au départ, je comprends rien. Je regarde et puis je m'interroge. Alors ces interrogations, elles vont conduire à différentes choses. Par exemple, si je regarde un nouveau-né, vous voyez, bon, un nouveau-né, voilà, c'est un petit gamin qui vient de naître. Bon, d'une certaine façon, il n'y a pas de quoi en faire un plat, vous voyez. Mais le problème, c'est que si je m'interroge sur qui il est, ben, je me rends compte que, par exemple, dans la plupart, je suis désolé, là, je vais un petit peu vite, hein, mais dans la plupart des sociétés africaines, on s'interroge beaucoup sur ce qu'il était avant. Vous voyez, dans nos systèmes à nous, chrétiens, on s'interroge sur ce qu'on devient après. Et en Afrique, on s'interroge aussi sur qui on était avant. Enfin, c'était les limbes, enfin, pour nous, au Moyen-Âge, mais bon, voilà, ça, on a oublié un peu cette notion. Et donc, par exemple, on va se dire, tiens, bah, peut-être qu'il était avec ses copains de jeu et qu'il n'a pas tant que ça envie de naître parce qu'il se marrait mieux dans le monde avant la naissance. Et donc, il est un peu entre la vie et la mort, il est un peu dans cet espace d'indécision propre. Si on le regarde encore un petit peu dans un système technique, on se rend compte qu'il n'est plus tout à fait en obstétrique parce que ce n'est pas le boulot des sages-femmes de s'occuper des nourrissons, enfin des nouveau-nés, et il n'est pas non plus en néonate d'abord parce que des fois il n'y a pas de service, et il n'est pas non plus en pédiatrie parce qu'il n'est pas assez grand. Donc il est dans une espèce de no man's land technique. Il n'est pas tout à fait encore avec sa mère parce qu'elle est un petit peu dans la suite de l'accouchement, et il n'est pas non plus avec son père. Et puis il n'est pas non plus nommé, et puis il n'est pas non plus baptisé. Et vous voyez qu'on part de quelqu'un qui est là, qui semble être un être très simple, et puis d'un seul coup, on commence à se poser des questions.
Et on peut se demander, après tout, est-ce que ce statut du nouveau-né, qui n'est ni de la vie, ni de la mort, ni de l'obstétrique, ni de la pédiatrie, ni de l'ordre humain, ni du non-humain, ni baptisé, ni etc., est-ce que ce statut d'être dans l'entre-deux de toutes les structures, est-ce que ça, c'est pas un facteur de risque? Vous voyez, on commence à gratter un peu les mots pour se poser des questions. Je vais reprendre le terme qui a été utilisé de grossesse non désirée. Vous voyez, alors des fois on dit grossesse non désirée, des fois on parle aussi de besoins non couverts à propos de la contraception, etc. On le sait tous, et vous l'avez bien montré, est-ce que une grossesse non désirée, c'est une catégorie de santé publique? C'est pas faux, c'est nécessaire de raisonner avec des termes. Mais par exemple, une jeune fille qui va à l'école, elle va sortir, dans le meilleur des cas, avec l'équivalent d'un BEPC ou d'un bac, et puis après, elle va essayer de se débrouiller. Mais si elle trouve quelqu'un pour l'entretenir, un mari éventuellement, qui a un petit boulot, est-ce que c'est pas socialement plus profitable d'avoir un mari que d'avoir un baccalauréat qui sert à rien? Vous voyez, donc à ce moment-là, c'est une grossesse qui n'est peut-être pas tout à fait voulue, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas désirée. Elle est d'une certaine façon désirée, mais peut-être pas à ce moment-là, mais peut-être pas dans ces conditions-là. Quand on regarde les enfants qui vont naître de ces grossesses dites non désirées, très souvent, ils vont être inclus à l'intérieur des familles avec beaucoup de douleurs, etc. Mais est-ce qu'on se pose, par exemple, à propos de cet enfant, la question du projet, c'est-à-dire quel est le projet pour cet enfant qui est né, ou alors est-ce qu'on est dans l'immédiateté de la prise en charge, finalement, d'une bouche à nourrir, mais en même temps d'un compagnon qui va être assez agréable dans la sociabilité ordinaire? Et vous voyez comment petit à petit, on va arriver à faire des différences entre des grossesses précoces, par exemple, dans la nuptialité, les gens se marient et puis on va avoir un enfant à 16 ans, la grossesse est précoce, c'est peut-être le mari qui n'est pas désiré, mais l'enfant, après tout, il est socialement accepté. Et vous voyez qu'on va commencer à complexifier un peu le monde en grattant derrière ces termes. Alors je reviendrai un peu sur ces mots-là, mais ça veut dire que, quels que soient les mots, que l'on soit dans des espaces plurilingues, par exemple, là, vous utilisez des mots comme mogoyere, la personne en vrai, enfin la vraie personne. Voilà, qu'est-ce que c'est mogoyere? Enfin, c'est pas si simple que ça. Ngo, c'est autre chose, c'est un mot d'argot des jeunes. Voilà, mais vous voyez, cette opposition-là, il faudrait la gratter aussi pour savoir ce que ça peut signifier pour les acteurs. Mais que l'on soit dans des espaces monolingues ou dans des espaces plurilingues, on est tout le temps dans un espace de traduction où on ne peut, en tout cas en tant qu'anthropologue, jamais accepter les mots tels qu'ils sont donnés. Et jamais accepter les mots de la santé publique tels qu'ils sont pensés par la santé publique. Ce qui n'est pas du tout, une défiance envers la santé publique, mais c'est l'articulation envers la santé publique de penser que la santé publique, c'est énormément de choses d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue clinique, mais elle connaît en général pas grand-chose sur les publics qu'elle est supposée reconnaître. Par exemple, elle travaille très peu sur les catégories linguistiques, sur les changements de langue, sur la façon dont les gens parlent des projets, la façon dont les gens parlent de leurs propres projets. Et vous voyez, par exemple, si on veut parler de l'avortement, est-ce que avortement en français, et par exemple, si je reprends Andioula, Conotien, gâter le ventre, est-ce que gâter le ventre, c'est exactement la même chose? C'est pas sûr. Enfin, voilà. Et donc, vous avez là la nécessité, en tout cas, de vous étonner du monde et d'essayer de gratter toutes ces catégories pour savoir ce qu'elles désignent du point de vue des acteurs et pas uniquement du point de vue de nos programmes. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est qu'on imagine tout le temps que le monde, c'est comme un chou romanesco. Vous voyez, le chou romanesco, c'est cette espèce de machin, on aime ou on n'aime pas, hein, moi je trouve ça plutôt bon, mais enfin, voilà, le chou romanesco, c'est un truc qui est toujours pareil. C'est-à-dire, vous prenez un chou, il est bizarre avec ses petites dentelles, là, enfin, et puis vous le coupez, dedans il est encore pareil, et puis si vous coupez, il est encore pareil. C'est-à-dire, le monde est fractal. C'est-à-dire, tous les niveaux de structure sont les mêmes. Ce qui permet, par exemple, de dire à l'OMS que pour réduire certaines pathologies de la grossesse, il faut que les femmes dorment sous moustiquaire. Bah oui, on est d'accord. Mais le problème, c'est pas qu'il faut qu'elles dorment sous moustiquaire, c'est qu'est-ce qui se passe avec les moustiquaires.
Alors quand vous réduisez l'échelle et que vous êtes dans une concession et que vous regardez ce qui se passe, vous voyez que si c'est un lit en tara, voilà, la moindre personne qui bouge, elle arrache la moustiquaire, et puis hop, tous les moustiques rentrent, et la moustiquaire devient un club de rencontres pour moustiques. Si vous avez des enfants et qu'il fait chaud dans la case et qu'il fait 50 degrés, vous dormez avec vos enfants d'abord dehors, et puis en milieu de nuit, vous rentrez. Donc une fois que les moustiques ont bien mangé, vous rentrez, vous mettez sous la moustiquaire. Si monsieur veut faire quelques affaires avec madame, il va prendre les enfants au milieu de la nuit, il va les poser sur la natte, et puis ensuite il les remettra dans le lit. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, ça pose problème. Ce n'est pas tellement l'option générale, c'est que quand vous réduisez l'échelle d'analyse, vous arrivez sur ce que certains ont appelé, des gens comme Jean-Claude Passeron ont appelé des variables discontinues, c'est-à-dire des variables non prédictibles par la santé publique, mais qui sont les variables efficaces. Je vais en prendre une autre dans des enquêtes que j'avais pu faire sur la mortalité maternelle. Vous prenez par exemple une femme qui arrive dans un service obstétrical d'urgence, dans un SONU. Elle présente un risque éclamptique. Elle est dans le couloir, elle est allongée. On doit l'emmener en salle d'op pour lui faire une césarienne. C'est une urgence. Mais le problème, c'est que le lit est parti parce que quand on a un petit lit qui roule, ça permet de balader les papiers et les mamies, d'aller voir à droite, à gauche, et pour le manœuvre, de toucher un petit peu d'argent. Comme on a incorporé le fait que pour emmener quelqu'un en salle d'op, il faut le mettre sur le lit, eh bien on attend que le lit revienne et la femme éclamptique reste là. Vous voyez, et ça c'est une variable non prédictible, mais qui est une variable qui est construite par l'ordre ordinaire des choses. Si vous prenez aussi autre chose que j'ai observée, vous êtes vous observez ce qui se passe dans la maternité, et puis vous voyez qu'une femme doit bénéficier d'une césarienne. Le problème, c'est que le manœuvre est parti, parce qu'il avait un baptême. Et la bouteille d'oxygène est dans le placard, et c'est le manœuvre qui a la clé. Eh bien, à cause d'un baptême, vous avez un enfant qui va mourir. Et vous voyez, ça, ce sont, à chaque niveau du réel, vous avez un ensemble de variables discontinues qui existent. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, l'anthropologue essaye d'étudier à chaque niveau d'analyse les variables qui sont les variables les plus importantes. Et c'est pas suffisant, très largement, c'est même très largement insuffisant de dire il y a un programme avec des objectifs et on va décliner ces objectifs sur le réel. Non, il faut essayer de voir comment chaque objectif va être décomposé par chaque niveau de réel. Pour reprendre en hygiène hospitalière, par exemple, vous avez des normes qui sont très strictes, sauf que dans des endroits où j'avais observé, travailler sur l'hygiène hospitalière, il y avait un manœuvre qui dit « moi je mets du produit, il faut que ça mousse assez ». Vous voyez, ce mousse assez déconstruisait à lui seul toute l'échelle de l'hygiène hospitalière. Vous avez aussi, on en a parlé par exemple sur les services à l'intérieur à propos de l'école. Vous voyez, on va confier aux enseignants le soin aussi de diffuser des messages. Le problème, c'est que quand vous regardez ce qui se passe dans les classes, on le sait tous, enfin ce qu'on appelle, c'est une banalité de le dire, les MST, les moyennes sexuellement transmises, vous savez que les instituteurs sont parmi les principaux séducteurs des jeunes filles. Et les jeunes filles, d'ailleurs, dans certains cas, utilisent aussi leur charme pour avoir des promotions scolaires. Et donc, vous voyez que l'école, c'est à la fois un lieu d'enseignement, mais aussi c'est un club de rencontres. Et donc, vous ne pouvez pas uniquement fonder votre programme sur les enseignants, sans à la fois gratter avec un peu de suspicion le terme d'enseignant, et essayer, en réduisant l'échelle d'analyse, de voir ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces classes. Le troisième point qui me semble important pour un anthropologue, c'est qu'en fait, il ouvre de grands yeux. C'est-à-dire qu'en général, tous ces programmes de développement, il y a d'un côté le programme et de l'autre côté le contexte. Alors, contexte, on ne sait pas bien ce que c'est. Le contexte, c'est la vie ordinaire des gens. Enfin, c'est la vraie vie, le contexte. Alors donc, si on le redit un peu simplement, il y a notre programme et la vraie vie. Mais le plus important, c'est notre programme, mais pas la vraie vie. Et vous voyez que ça pose un certain nombre de difficultés, ça aussi. Par exemple, qu'est-ce qu'on oublie dans ces cas-là ? Eh bien, par exemple, la vraie vie, c'est qu'il y a eu des programmes avant nous. Donc on oublie l'histoire et on oublie la mémoire.
Quand on voit ce qu'on appelle des agents de santé communautaire, qui sont en fait des villageois un peu formés, 1000 fois formés, etc., pour les plus anciens d'entre eux, ils ont d'abord milité pour les soins de santé primaire, la santé pour tous en l'an 2000. Bon, alors comme ça n'a pas marché, on a un peu prolongé les délais. Et alors maintenant, ensuite on est passé au recouvrement des coûts. Donc ce sont les mêmes qui ont dit non, c'est plus gratuit, maintenant on va payer. Et puis ensuite, il y a eu la gratuité des soins pour certains. Et puis maintenant, c'est la gratuité des soins pour tous. Et vous voyez, ce sont les mêmes qui conservent en mémoire ces différentes choses, avec différentes formations, avec différents produits qu'on utilisait, avec différentes molécules, etc. Et ça, par exemple, quelle est pour les institutions de développement, et quelles sont aussi pour les ONG, quelles sont nos responsabilités historiques ? C'est-à-dire qu'on a mis en place des programmes, on les abandonne, on ne sait pas trop pourquoi. Un jour, on dit non, c'est pas bien, on va passer à autre chose. On prévient personne, on s'interroge sur personne, et personne ne travaille sur ces mémoires. Mémoire des projets, mémoire des institutions, mémoire des acteurs. Ça, c'est comme si ça n'existait pas. À chaque fois, le programme arrive et fait tabula rasa sur les questions. Les autres choses, c'est qu'on oublie, en dehors des mémoires, c'est qu'on oublie les englobements. Par exemple, dans les programmes de développement, alors que c'est une notion et une structuration essentielle des sociétés, on pense très peu aux religieux. Mais vous voyez que, par exemple, quand on a essayé de changer le code de la famille, que ce soit au Niger ou au Mali, qu'est-ce qui s'est passé ? Mouvement religieux et en fait régression dans le statut des femmes. Ça n'a pas du tout été une amélioration, mais une régression. Donc qu'est-ce que l'on fait de ces dimensions religieuses qui sont si importantes du côté de la santé maternelle et de la santé infantile ? Et enfin, le dernier point, et là vous en avez parfaitement parlé, c'est que circulent de plus en plus, enfin je vais prendre un exemple, vous savez qu'actuellement en Égypte, par exemple, les gilets jaunes sont interdits. Ils sont interdits à la vente parce que le gouvernement égyptien a peur d'un mouvement. Donc vous voyez, on est en France autour d'un rond-point et puis hop, en Égypte, on fait gaffe aux gilets jaunes. Vous voyez, ça circule très vite les choses. Et c'est ce que vous avez très bien montré, c'est-à-dire que maintenant, le rapport à la sexualité, c'est-à-dire la construction de soi, dépend de scénarios mondialisés, pour le meilleur comme pour le pire. Parce qu'effectivement, même si ce n'est pas très politiquement correct de dire ça, mais un ensemble de films pornographiques peuvent être aussi pour les jeunes femmes une manière de découvrir leur corps et notamment d'affirmer le droit à la jouissance, le droit à une certaine sexualité partagée, etc. En tout cas, ce sont des modèles comportementaux qui circulent. Et je pense que ce que l'on voit à l'intérieur de ça, ce n'est pas uniquement cette circulation de scénarios mondialisés. C'est que l'on voit des accords difficiles entre ce qui est de l'ordre du local et ce qui est de l'ordre de la circulation. Par exemple, quand on voit les relations qui sont des relations avec disons sur des régimes de temporalité très lents, par exemple les relations parents-enfants, qui sont très largement, alors là encore, je suis désolé, je vais un peu à gros sabots, mais qui sont très largement régies par la honte, par des systèmes de honte. Eh bien, vous avez d'un côté des adolescents. Là encore, vous voyez, adolescents, ça pose problème, parce que les adolescents en Afrique, déjà en France, il y en a depuis 1950. Avant, il n'y avait pas d'adolescents, mais c'est une nouvelle classe d'âge. Et en Afrique, les adolescents, il n'y en a pas toujours eu. Quand il y avait des sociétés initiatiques, on était soit non mature socialement, et puis après, on était, en gros, on pouvait être marié. Et donc, cette période entre une maturité physique et une immaturité sociale n'existait pas. Elle a été largement construite par l'école. Et donc maintenant, il faut gérer cette nouvelle périodisation de l'âge en Afrique. Mais enfin, pour cette nouvelle période de l'âge, vous voyez qu'on a par exemple des jeunes filles qui arrivent, qui ont leurs premières règles. Elles ne savent pas ce que c'est. Et dans toutes les enquêtes que l'on a faites, elles demandent, elles ne savent pas à qui demander, elles ont honte. Alors la honte en Afrique, c'est maloya, c'est hawi, c'est d'autres termes. C'est pas la honte, comme on dit souvent en Afrique, les Blancs n'ont pas honte, ne connaissent pas la honte, ce qui n'est pas tout à fait faux. Enfin, mais c'est une sorte de gêne sociale liée aux différences statutaires. Eh bien, les jeunes filles n'osent pas demander. Alors elles demandent à leur grande sœur qui leur raconte des choses, elles demandent à des copines, etc. Mais vous voyez comment on a d'un côté quelque chose qui circule très vite, qui est une mise en visibilité de la sexualité, et de l'autre côté, des structures qui devraient être des structures d'accompagnement de cette sexualité, qui, elles, sont dans un régime de temporalité plus vite, qui construisent de la honte et une impossibilité de parler. Et quand on s'adresse, par exemple, aux enseignants, ils disent rien, ou alors ils en profitent. Et quand on s'adresse aux infirmiers ou aux infirmières, en fait,
dans les cas que j'ai faits, enfin moi j'ai travaillé aussi au Bénin en interrogeant par exemple des infirmières scolaires, c'est tout à fait effrayant. Enfin, dès qu'une jeune fille vient demander de la contraception ou parler de sexualité, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles téléphonent au directeur de l'école pour l'avertir qu'il y en a une qui commence à dérailler. Et en général, on téléphone aux parents pour dire il faudrait que tu bastonnes un peu ta fille. Et donc, vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'on a des systèmes normatifs à temporalité lente, les rapports parents-enfants, des systèmes médians extrêmement violents qui sont ceux de l'école, et des systèmes très rapides qui sont ceux de la mondialisation. Et tout ça, c'est désarticulé. Et vous voyez que pour l'anthropologue, essayer de voir, c'est essayer de construire ces configurations, essayer de voir très précisément comment fonctionnent ces configurations. Et enfin, le dernier point qui est aussi extrêmement important, et je pense que vous l'avez parfaitement montré, c'est qu'on essaie de penser depuis les logiques des acteurs. C'est-à-dire qu'on ne pense pas depuis nos programmes, mais on pense depuis les logiques d'acteurs. Les logiques d'acteurs, elles ont au moins deux caractéristiques. Elles en ont bien plus, mais elles en ont au moins deux. C'est que c'est d'abord une vue partielle, je vois le monde depuis mon point de vue, et c'est une vue partielle, j'essaye de maximaliser mes intérêts, comme tout le monde. Hein. On fait tous la même chose. Et vous voyez que ça, par exemple, c'est important. Si je reprends les sages-femmes qui ne vont pas en brousse, pourquoi elles ne vont pas en brousse ? D'abord parce qu'en général, elles appartiennent à un milieu de la bourgeoisie urbaine, donc elles ne vont pas aller s'embêter en brousse, donc des fois elles ne parlent pas la langue, et aucune raison d'y aller. Le deuxième point, c'est que quand elles ne sont pas mariées, elles arrivent en brousse, elles se font draguer par les enseignants, par tout le monde. Si elles acceptent, elles deviennent la femme de tout le monde. Si elles refusent, on les met dans des postes encore plus nuls. Si elles sont mariées, le mari leur dit écoute, toi tu te barres, mais enfin quand tu reviendras, tu auras un enfant dans le dos ou tu auras une coépouse. Quand elles ont des enfants, les enfants ne veulent pas aller en brousse. Et donc vous voyez qu'il y a une épaisseur des acteurs, quelque chose qui permet de comprendre, en travaillant simplement sur la journée de travail des sages-femmes en Guinée, quand vous voyez les hôpitaux de Donka, etc., qui sont au bout de la péninsule, les sages-femmes, quand on reste avec elles, en fait, elles se lèvent vers 5-6 heures le matin, elles font à manger. Ensuite, elles emmènent l'enfant dans une école privée, parce que le système public ne fonctionne pas. Donc là, il faut trouver de l'argent pour payer. Et puis ensuite, elles prennent le bus. Et puis elles arrivent vers 8 heures au service. Elles ont déjà en gros entre 2 et 3 heures dans les pattes, plus de l'argent à trouver. Et donc quand elles arrivent, elles disent « je suis fatiguée ». C'est vrai qu'elles sont fatiguées. Et le problème, c'est qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous leur dites « il faut faire des accouchements ». Peut-être qu'une des mesures, c'est aussi de leur offrir une salle de repos. C'est aussi peut-être écouter leur doléances, écouter leurs plaintes. Et donc vous voyez que penser depuis les logiques d'acteurs, c'est penser aussi que les acteurs ont une épaisseur. Et que si les gens n'ont pas toujours raison de faire ce qu'ils font, ils ne le font jamais sans raison. Et donc on n'est pas là pour forcer les acteurs, on peut leur faire des propositions, mais c'est à nous de comprendre les logiques comportementales des acteurs. Alors, il me semble que c'est sans doute les 4 points qui orientent un peu le regard des anthropologues ou des sciences sociales, et vous voyez que ce n'est pas si éloigné de ce que vous faites. Sauf que vous êtes souvent contraints parce que vous avez ces obligations de réussir un programme, alors que nous, on pense que le monde avance un peu lentement et que la réussite d'un programme, ce n'est pas de réussir ses objectifs, parce que ça voudrait dire que les populations n'existent pas. C'est au contraire d'accepter les dérives qui montrent qu'entre les propositions que l'on peut faire et les acteurs qui sont dans leur vie ordinaire, eh bien, il y a des négociations, des appropriations et bien évidemment des formes de dérive, parce qu'on ne fait pas ce que simplement on n'obéit pas aux injonctions externes. Alors dans les sciences sociales, et je termine là-dessus, dans les sciences sociales, il y a 3 points, enfin il y a sans doute 3 très grandes orientations, et là je suis encore désolé d'aller un peu à la serpe pour faire ça. Il y a des sciences sociales qui sont volontairement éloignées des enjeux immédiats de l'action. Par exemple, on peut travailler sur le pouvoir chez les Mossi, l'histoire du pouvoir chez les Mossi, la parenté chez les X, la circulation de l'argent chez les machins, etc. Donc on peut faire ça aussi en France. On peut travailler sur mon ethnie bretonne et le rapport à l'alcool chez les Bretons ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a des choses tout à fait passionnantes à faire et il y a vraiment du boulot. Et donc, alors ça, ce sont des sujets tout à fait légitimes.
Et vous voyez que si, par exemple, vous vous intéressez à la drépanocytose, comprendre comment fonctionne la parenté, même à partir de Lévi-Strauss, qui s'est rarement préoccupé quand même du monde immédiat, eh bien, vous voyez que ça peut vous servir, parce que vous comprenez pourquoi on épouse son cousin croisé ou pas, comment passent les gènes en fonction des systèmes matrimoniaux, etc. De la même façon, quand vous regardez comment circule l'argent, même avec des enquêtes très scientifiques et détachées du réel, ça vous permet aussi de vous interroger sur, par exemple, pourquoi on ne trouvera pas 70 000 CFA pour faire une césarienne, mais qu'on trouvera 700 000 pour faire l'enterrement de la dame. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi il y a des systèmes de solidarité qui fonctionnent sur des circonstances sociales? Et pourquoi la santé n'a pas réussi à construire quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité? Ça en dit long sur le rapport à la santé, ça en dit long aussi sur ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse travailler un peu mieux. Le deuxième point, et c'est ce que vous avez abordé, c'est un travail sur les enjeux forts. Par exemple, c'est globalement ce qui a été mis en place par une anthropologie du développement, qui n'est pas une anthropologie qui veut aider au développement, c'est une anthropologie qui prend le développement comme objet d'étude. Donc, cette anthropologie du développement, elle a eu le mérite, me semble-t-il, en dehors de ses travaux propres, c'est d'insister beaucoup sur ce qu'on a appelé les restitutions. Alors, les restitutions, c'est tout à fait intéressant parce que quand vous travaillez dans un hôpital, moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple, sur analyser comment mouraient les femmes, malheureusement, au moment de l'accouchement. Et puis, vous faites une réunion à l'intérieur de l'hôpital et vous dites ce que vous avez vu. Alors, quand vous le dites une semaine après, ça a un impact fort parce que chacun se souvient de ça. Et ça permet à chacun aussi de comprendre un peu ses erreurs et comment on a construit de la mort maternelle. Mais disons, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on construit de la réflexivité. Et je pense qu'une des forces les plus nécessaires et les plus importantes, en tout cas des ONG, mais aussi des sciences sociales, c'est de construire cette réflexivité pour des sociétés qui, des fois, n'en ont pas encore, enfin, ou quand c'est mal fait, parce que c'est plus des slogans que de l'analyse. Et donc, je pense que cette construction de la réflexivité, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une sorte d'autre anthropologie, alors moi je l'appelle translationnelle parce que je ne sais pas comment l'appeler, ou de la réforme, etc. C'est ce qu'on a mis en place, notamment avec Emmanuel, autour d'un programme qui s'appelle Inspédia, éventuellement si vous pourrez le retrouver sur le net, où en fait on essaie de définir les actions directement avec les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur les professionnels de santé, mais avec les professionnels de santé. C'est aussi en partie ce que vous avez fait avec les sages-femmes. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on demande aux professionnels d'enquêter sur leurs propres pratiques. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'ils se rendent compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, pour ce que l'on a fait avec les enfants, on a dit aux pédiatres, on veut bien évaluer la qualité des soins, mais on va l'évaluer avec les enfants, puisque c'est eux qui ont quelque chose à dire. Et les pédiatres nous disaient, oui, mais enfin, ils vont rien dire. On a dit, même s'ils disent rien, on peut toujours leur demander. Et puis on s'est rendu compte que les enfants avaient beaucoup de choses à dire. On me fait mal, on me pique, etc. Quand on leur demandait de représenter la douleur, ils faisaient des dessins avec des endroits où ils avaient la douleur, etc. Alors je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais vous voyez que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout en faisant de l'enquête sur les enfants, on fait en même temps exister les enfants comme des acteurs à part entière de leurs propres soins, aux yeux des pédiatres qui les soignent et des infirmiers qui les soignent. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement lié entre l'enquête anthropologique qui construit ces objets et les pratiques médicales qui ont besoin d'acteurs qui se disent avec leurs propres mots et qui élaborent leur logique de façon tout à fait cohérente. Bon, j'ai pas le temps je veux pas dépasser mon temps de parole et donc je vais m'arrêter là-dessus, mais juste pour voir, pour conclure, vous voyez que les sciences sociales, c'est pas du tout, contrairement à ce que disent certains sociologues un peu connus, les sciences sociales, à mon sens, ce serait bien grave de les considérer comme une arme de combat. Ce serait vraiment les condamner à n'être rien que du militantisme un peu naïf. Les sciences sociales, c'est une façon de donner la parole aux gens, de montrer, de souligner la cohérence des pratiques d'acteurs et de montrer comment ces acteurs réagissent diversement en fonction des enjeux. Et je crois que ce que l'on peut demander aux sciences sociales, et c'est comme ça qu'on peut peut-être vous aider, c'est en documentant des situations, ça permet que les mots aient un sens où chacun réussit à se reconnaître. Et à ce moment-là, on crée des espaces de négociation et non pas des espaces d'imposition de programmes qui, des fois, sont extrêmement éloignés des situations réelles. Voilà, merci.
Voilà, je pense que mon annonce était plutôt sous-dimensionnée. Voilà, nous avons encore 10 minutes. Nous venons d'écouter la communication de Yannick qui revient sur la complexité du réel, ici le social, et la nécessité pour nous, chercheurs et intervenants, de nous adapter continuellement pour être un peu très simpliste. Je pense qu'avec les 10 minutes, on peut donner la parole à 2-3 personnes pour des commentaires ou des questions très précises. Ça va être pas élégant pour nos communicateurs de ne pas avoir à répondre à 1-2 questions comme merci. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour. Donc moi, je suis étudiante en master d'anthropologie. Je reviens d'un terrain à Madagascar sur la santé maternelle et infantile. Donc évidemment, les présentations me parlent beaucoup. Et du coup, en tant qu'étudiante encore très fort dans l'académique, moi, la question qui me vient quand j'entends toutes vos interventions, autant celle de Yannick Jaffré que les vôtres, c'est est-ce que dans le monde du développement et des ONG, est-ce que l'anthropologie peut encore être inductive ? Ou est-ce que c'est une partie de l'anthropologie qui, du coup, va devoir être mise de côté, notamment pour des questions de temps ? Moi, je l'ai bien vu. Moi, je suis restée 5 mois, c'était pas du tout assez, même pour un mémoire de master. Et en parallèle, j'ai aussi travaillé pour une étude pour un institut sur place. Donc, j'ai moi-même pu constater ces contraintes de temps, des bailleurs de fonds, etc. Et donc, moi, c'est vraiment une question qui me travaille, c'est l'inductivité, du coup. Merci. Voilà. Je propose qu'on prenne les questions et qu'on essaie de répondre en fonction du temps. Moi, on saura ce qui est préoccupant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Santiago Núñez Regueiro, praticien en ONG et également chercheur au laboratoire DIAL. Moi, j'avais 2 questions. Une question pratique, vraiment juste pour comprendre comment s'était articulée la recherche par rapport à la temporalité du projet, puisque vous aviez parlé par rapport à la conception du projet. Est-ce que la recherche est faite avant, après, entre 2 phases en fait d'un même projet? Ça, c'était pas très clair pour moi. Je pense que c'est important si en fait on veut pouvoir influer sur le projet. Si le cadre logique est déjà défini avant la recherche, c'est plus compliqué. Et également le fait de savoir comment avait été financée la recherche, je pense que c'est important. Et une deuxième question plus générale et peut-être plus en lien avec la deuxième intervention, par rapport au positionnement de l'équipe de recherche, puisque vous avez mentionné certaines limites dans la recherche, mais très opérationnelles. J'aurais bien voulu en savoir plus peut-être sur certains questionnements éventuels de fond en tant que chercheur, on va dire, parce qu'on a vu que les objectifs renvoyaient à de la rigueur scientifique, mais à de la participation, avec des objectifs, on va dire, qui peuvent être un peu contradictoires, et ces questions aussi de solutions endogènes ou exogènes dans un contexte, comment le chercheur se questionne par rapport à son propre rôle, et donc notamment aussi par rapport à la participation de chercheurs et chercheuses locaux. Voilà. Autre question? Ok. On va dire l'appétit vient en mangeant, on vous donne la parole. Qui veut? Est-ce que vous voulez intervenir sur ce que vous pensez être à votre portée, puis après on verra pour le... Déjà, il y avait des questions très pratiques. Donc, à quel moment du projet a été fait la recherche, le financement? Alors, ça dépend des projets. Peut-être, tu veux expliquer à quel moment l'étude a été demandée par le projet de Côte d'Ivoire, Placide? Et après, j'enchaînerai sur la posture. Merci pour cette question. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons initié cette étude juste avant la construction du cadre logique. Nous avions déjà mené plusieurs analyses, une grande analyse situationnelle juste à la fin du précédent projet. Et à la suite, nous avons eu une mission qui a été appuyée par une ONG internationale qui avait beaucoup plus d'expérience en ce qui concerne les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et il y a eu des consultations élargies. Et c'est sur la base de ces différents éléments collectés que nous avons construit la demande. Parce qu'il fallait, à un moment donné, pouvoir trouver le champ à partir duquel nous entrerions en rupture par rapport à ce qui est fait et que nous pourrions identifier une plus-value par rapport à l'existant. Donc, il fallait avoir cette masse de données pour affiner notre demande. Et le financement de l'étude a été fait sur fonds propres de Médecins du Monde parce que nous n'avions pas encore le financement. Mais cette étude nous a permis d'avoir un projet qui soit suffisamment compétitif et qui soit bien adapté à la réalité du contexte. Voilà.
pense que Yannick va dire quelque chose sur certainement l'inductibilité. On m'a donné un micro, merci. Oui, plusieurs choses. D'abord, le cadre logique. Bon, tout le monde parle du cadre logique. Il faut bien voir que c'est un outil qui est arrivé il y a très peu de temps. Et en fait, il y a d'autres moyens d'évaluer les choses. Par exemple, on peut évaluer des dérives. C'est ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années. On peut aussi penser qu'un projet, c'est ce qui accompagne des dynamiques sociales, ou comme le dit Ballandier, le lien entre des dynamiques locales et des dynamiques externes, enfin, ce qu'il appelle les dynamiques du dedans et les dynamiques du dehors. C'est-à-dire, je pense que vraiment, le cadre logique, c'est loin d'être un instrument scientifique. C'est une espèce de petit machin qui a été inventé. Vous savez que le système des projets, c'est-à-dire qu'avec des objectifs, avec des cibles, et autres, ça a été inventé au moment de la guerre du Vietnam pour bombarder des ponts. Alors c'est clair que pour bombarder un pont, il faut une cible, c'est le pont. Il faut un objectif, c'est toujours le pont. Il faut des moyens, c'est les bombes et des avions, etc. Mais je ne suis pas sûr que pour travailler sur des ensembles humains, ce soit la meilleure solution. Donc il faut voir que, par exemple, il y a aussi un travail, me semble-t-il, des ONG pour lutter contre des obligations de pensée, une sorte de prêt-à-penser qui n'est pas forcément les meilleures choses pour réfléchir. Donc ça fait partie... Quelques années, on parlait des luttes théoriques. À mon sens, ça fait partie des luttes théoriques. Enfin, il faut mettre ces outils-là en question. Ce qui n'a rien à voir avec l'articulation nécessaire avec la santé publique et l'épidémiologie, qui, là, au contraire, me semble extrêmement riche et intéressante. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est sur la méthode inductive. Alors, moi, il y a plusieurs choses. D'abord, par exemple, on parle d'enquête rapide. Moi, je trouve que les enquêtes rapides, ça marche à condition que les gens soient depuis longtemps formés à ce type de travail et des connaissances. C'est-à-dire, si on doit faire une enquête rapide sur un pays qu'on ne connaît pas, on va dire que des âneries. Si on travaille depuis 20 ans dans un pays et qu'on demande un petit point complémentaire, voilà, il n'y a pas de souci à dire un mot un peu intelligent. Donc ensuite, méthode inductive, c'est un peu ce que j'ai essayé de décrire, c'est à peu près ça, c'est-à-dire c'est en gros travailler sur du bottom-up plutôt que du top-down, qui malheureusement en général n'est pas tout à fait la logique des projets, et c'est réussir à faire remonter toutes ces informations du terrain. Donc je pense qu'il faut se battre pour les méthodes inductives, à la fois parce que ce sont des méthodes scientifiquement fondées, quand elles sont bien travaillées, elles sont solides, mais en même temps parce que c'est une manière de donner la parole aux acteurs. Et je pense que politiquement, il y a dans la méthode inductive à la fois un volet scientifique et un volet démocratique, si on veut. Et je pense qu'il faut continuer à se battre là-dessus. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, pour les chercheurs, même quand ils sont dans le Nord, moi j'ai toujours trouvé un peu étonnant que des chercheurs du Nord aillent travailler en Afrique sans parler au moins une langue africaine. On ne va pas aux États-Unis sans parler anglais. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'apprendrait pas des langues. Donc, je pense que ça demande des efforts. Enfin, il ne faut pas s'improviser développeur en je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment un travail à faire et penser qu'il y a une forme de respect envers les populations que de travailler beaucoup avant d'aller les voir. Et le dernier point, alors qui m'intéresse, c'est sur la question de la rigueur scientifique et de la participation. Ou des chercheurs locaux. Alors, d'abord, très honnêtement, moi j'appartiens, là pour une fois je vais faire un petit peu le malin, quoi. On a réussi au CNRS à construire une unité mixte internationale qui regroupe à part égale des chercheurs, disons, locaux et des chercheurs expatriés. Mais par exemple, Emmanuel en fait partie. Mais très honnêtement, moi je m'en fous que Emmanuel soit béninois, qu'il soit noir, qu'il soit local. Voilà, c'est un collègue, on travaille sur des données. Si je vais au Bénin, je travaille. Si j'avais des questions que je me posais sur des hôpitaux en France, je pourrais faire appel à lui parce que je fais appel à un collègue. Donc j'ai vraiment... je pense que cette dichotomie locale, expatriée, machin, là encore, c'est plutôt quelque chose d'assez postcolonial. Parce que, une fois de plus, quand on va aux États-Unis, je ne parle pas en termes de chercheur local. Je vais voir un collègue. Quand je vais en Italie parler d'histoire avec des historiens, je dis tiens, j'ai rencontré un historien local. Je dis j'ai rencontré un historien, voilà. Bon, Emmanuel, voilà, ou toi, voilà, vous êtes des anthropologues. Moi, le reste, très honnêtement, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin voilà. Et c'est pas pour ça que je suis plus sympa avec eux et qu'ils doivent être plus sympas avec moi. Moi, par exemple, qui suis d'origine bretonne, je ne parle pas un mot de breton et je ne connais rien à la Bretagne. À part le bignou et le beurre salé, c'est tout ce que je connais. Vous voyez ? Donc,
on peut être d'une origine et rien connaître à son origine. On peut avoir une connivence avec sa culture sans avoir de connaissances sur sa culture. Et donc, si Emmanuel me dit des trucs sur le Bénin, je l'écouterai comme un anthropologue, avec la même suspicion. Je lui ferai pas confiance. Et si je lui parle de la France, il est assez malin pour ne pas me faire confiance non plus. Donc il faut, voilà, c'est un peu ça qu'il faut, là encore, dépasser. Et l'autre chose, c'est sur le rapport entre pratique, enfin, ce que certains appellent anthropologie pratique ou anthropologie appliquée, anthropologie fondamentale. Je trouve que ça, c'est un truc, alors plus bête tu meurs. Voilà. Il y a une anthropologie qu'on appelle appliquée qui n'est pas de l'anthropologie, c'est-à-dire dans le genre donnez-moi les 3 messages qui vont transformer le monde. Bon, ben ça c'est de la bêtise, c'est pas de l'anthropologie, vous voyez. En revanche, je pense que quand vous prenez par exemple de la biologie, le rapport entre la biologie et la médecine, la biologie fait des travaux qui permettent aux médecins de soigner. Et c'est pas parce que le médecin soigne qu'il est moins médecin. Vous voyez, c'est pas parce qu'une pratique anthropologique est inutile qu'elle serait fondamentale. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Donc, quand on travaille avec des praticiens, par exemple avec des pédiatres sur la douleur, on fait de l'anthropologie fondamentale sur la douleur. Quand on obtient des transformations dans le rapport entre les pédiatres et les enfants, parce qu'ils ont fait ce travail avec nous, on travaille sur les changements de conduite d'acteurs de santé par rapport à des enfants, et on fait une anthropologie fondamentale sur les changements de pratique. Vous voyez, et je pense qu'il y a vraiment tout un ensemble d'habitudes de pensée, de dichotomies, qui sont des dichotomies naïves, et ça, il faut vraiment les casser en permanence. Enfin, parce qu'autrement, on rentre dans des, vous voyez, dans des voies de garage qui, comme on le dit, mènent pas à grand-chose, quoi. Marie l'a ajouté. Je voudrais juste faire un pas de côté par rapport à cette question peut-être locale, expatriée, tout ça. Moi, je me pose plus des questions autour de l'hégémonie des épistémologies occidentales, on va dire. Parce que pour moi, l'anthropologie, parce que je suis sage-femme de formation, et quand voilà, je me suis formée à l'anthropologie, ça a été un formidable outil pour questionner l'hégémonie des épistémologies occidentales en médecine, donc avec l'hégémonie de la biomédecine, pour questionner l'hégémonie des épistémologies occidentales en solidarité internationale. Et je me suis retrouvée à développer aussi finalement des compétences en anthropologie en me disant mais ici aussi il y a une épistémologie dans une hégémonie épistémologie occidentale, puisque où se sont créées toutes ces méthodologies, c'est bien souvent avec une origine occidentale. Donc mes questions, elles sont plus là, c'est que finalement pour avoir accès à ce savoir sur les réalités, etc., effectivement, la façon, nos méthodologies qui sont quand même né en Occident en anthropologie, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres manières d'arriver pour présenter ces savoirs? Alors c'est quelque chose pour moi qui est encore très nébuleux, sur lequel j'ai envie de travailler autour d'une thèse, mais voilà, c'est plus, moi je me pose plus la question de l'épistémologie occidentale, est-ce qu'il n'y a pas une hégémonie là-dedans? On l'a montré pour tout ce qui est médecine, pour solidarité internationale, mais les sciences sociales ont sûrement à se questionner aussi là-dessus, à mon sens. Ok, on a encore, je crois, 7-8 minutes. Hein. On peut prendre 2-3 questions encore. N'hésitez pas si vous avez des questionnements, des commentaires. Ce n'est pas toujours sous forme de questions. Si vous avez un commentaire, une expérience, pourquoi pas, qui va nourrir cette table ronde, ça va être bien. Oui. Merci, je m'appelle Gaïa Fischer, je suis socio-anthropologue, travaille... pardon. Je m'appelle Gaïa Fischer, je suis socio-anthropologue, je fais des missions dans l'humanitaire. Donc j'étais très intéressée par la présentation de l'étude en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Et j'ai une question très pragmatique, comme on a encore du temps. C'est combien de jours ouvrés avez-vous eu exactement sur le terrain et en quoi consistait la préparation et la finalisation du rapport? Est-ce que ça a vraiment cadré dans les délais? Comment vous avez géré le temps? C'est ça qui m'intéresse. Surtout dans les demandes, ça n'est pas libre. C'est fondamental. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, on va prendre la deuxième question. Oui, bonjour, merci à tous pour vos interventions. Je suis Maya Paltino, je suis sociologue de la santé, je travaille aussi sur la santé sexuelle et reproductive. Donc,
On est en famille. Ma question, elle est un peu naïve, hein, mais elle porte sur le choix des terrains et sur finalement la durée de validité, alors avec des guillemets, d'une étude comme vous l'avez présentée aujourd'hui. Comment on choisit dans quel pays on va? Qui décide ça? Qui définit des priorités ou des terrains qui sont plus intéressants que d'autres? Enfin, moi, je me pose la question de l'exhaustivité aussi des études socio-anthropologiques et de leur utilité pour des ONG. Il y a une part de frustration de ne pas pouvoir aller partout, de ne pas pouvoir tout faire. Là, vous avez fait des études en 2016, en 2018. Est-ce qu'elles vont servir pour une décennie, pour plus? Enfin voilà, à quel rythme vous souhaitez faire des études et comment s'ancrer géographiquement dans un territoire? Il y a une troisième question par là. Okay, allez-y. Oui, bonjour Nathalie, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai une question, je pense que ça a été probablement oublié dans la présentation, mais quelle a été la part recherchée de chercheurs locaux et d'associations locales, de partenaires avec qui vous avez pu travailler sur place? On va essayer de répondre aux 3 questions, puis on va voir par la suite. Je pense que des questions pratiques, ça va être les communicateurs. Donc, tout d'abord, de façon très pragmatique, le temps. Dans les termes de référence, en gros, il y a comptabilisé 5 à 7 jours de travail pour la préparation, 20 jours sur le terrain, c'est-à-dire 4 semaines. Et le rapport, en tout cas, le rapport, après, il est relu et tout ça, mais en 3 semaines, on doit fournir le rapport après le retour du terrain. Donc d'où ce que je disais, c'est l'importance. Alors bien sûr, on déborde, hein, faut pas. Voilà, ça c'est la théorie. Après dans la pratique, ça prend. Voilà, on a besoin de bien plus de temps souvent. Mais voilà pourquoi je disais aussi l'importance d'avoir, et ce que Yannick a dit aussi, c'est-à-dire qu'on ne part pas sans aucune connaissance sur un terrain. C'est un terrain sur lequel on a déjà une expertise à la fois du terrain, à la fois de la thématique, à la fois de ce type de recherche. Donc on s'appuie dessus. Voilà. Pour la part recherchée des chercheurs locaux, alors ça c'est voilà, au niveau en interne de Médecins du Monde, mais il y a voilà, cette volonté de créer des liens avec les chercheurs locaux, etc. Moi, par exemple, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, bon, c'est moi qui suis allée, donc je ne suis pas, vous le voyez bien, pas une chercheure locale, même si ça n'a pas d'importance, comme le dit Yannick, sur certains points. Mais en tout cas, moi, ce qui était important, c'est de faire de liens avec les anthropologues sur place. Donc, par exemple, l'idée, j'en avais parlé, mais ça, voilà, après, les contraintes de temps font que des choses ne se mettent pas en place. C'était de prendre des contacts avec, voilà, j'ai essayé d'avoir des contacts avec la faculté d'anthropologie d'Abidjan, etc. Et puis de faire des liens avec les universitaires pour éventuellement pour les enquêteurs, pour ça aurait pu être des étudiants en anthropologie, etc. Donc l'idée de base était là. À Madagascar de même, donc j'avais des liens avec les anthropologues, etc. Mais maintenant on est toujours dans ces contraintes de temps où on part avec des délais très brefs et à chaque fois ça n'a pas abouti. En tout cas les démarches pour impliquer, même si bien sûr on se rencontre, on échange, etc. Mais pour qu'il y ait aussi une participation vraiment en termes de collecte des données ou autre analyse, etc. Il y a des échanges, on se rencontre sur le terrain, etc. Mais ça pourrait aller plus loin. Pour quand est-ce que se font les études? Est-ce que ça se refait 10 ans après? Donc le projet accès aux soins et déterminants socioculturels dont a parlé Magali, un des objectifs, c'était notamment de pouvoir de systématiser les études pour un projet en faisant avant le projet, donc voilà, pour avant qu'il y ait le cadre logique, etc. À mi-parcours pour pouvoir réorienter si possible le projet, et puis ensuite en fin de projet aussi pour pouvoir capitaliser, faire le bilan, etc. Après, ça dépend vraiment des demandes des terrains aussi. À certains moments, ils ont une demande précise, à d'autres, voilà. Ça, c'est, voilà, s'il fallait donner un peu un timing, c'est un petit peu là-dessus qu'était parti Médecins du Monde. Après, c'est aussi au cas par cas en fonction des besoins des projets. On essaie d'inclure, à travers le projet accès aux soins déterminants socioculturels, par exemple, c'est à chaque, ce qu'on appelle une mission exploratoire, c'est de, voilà, quand on va pour la première fois sur un terrain pour savoir comment on va travailler, c'est toujours d'inclure un volet diagnostic socio-anthropologique, par exemple. Voilà. Yannick va dire quelque chose sur le rapport à la demande.
Oui, juste un mot. Je pense qu'il faut être clair, c'est-à-dire que les sciences sociales, alors quand on le dit de façon savante, elles ne sont pas nomologiques. C'est-à-dire que si je dis que, par exemple, la gravité est universelle, où que je sois, la gravité va exister, elle existera partout. En revanche, si je dis que la Révolution française est liée à la hausse du cours du prix du blé, je ne peux pas en déduire qu'à chaque fois qu'il y a une hausse du prix du blé, il y aura une révolution. Vous voyez ? Donc, les données de l'anthropologie, elles sont toujours liées à un contexte. Et donc, elles ne sont valables que pour ce temps précis et pour ce contexte précis. Ce qui n'empêche qu'elles sont valides, mais elles sont plausibles pour cet espace-temps et non pas de façon universelle. C'est d'ailleurs un des reproches que l'on peut leur faire, mais c'est comme ça que fonctionne aussi le monde social. Donc je pense qu'il faut à chaque fois que l'anthropologue dise la limite géographique et la limite temporelle de la validité de ces données. Je crois que c'est important. Mais après, le moment où on repasse sur un terrain, c'est comme tout, ça dépend ce qu'on cherche. C'est-à-dire si on s'est fixé de regarder, par exemple, de faire une enquête à un temps T et de regarder 5 ans après, on repasse 5 ans après, et en T2, on va avoir quelque chose qui aura changé ou autre. Donc je pense que les données ne sont pas forcément tout... Enfin, il faut simplement construire, là encore, la limite de validité que l'on veut attribuer à ces recherches, et ça fait partie de la définition de sa recherche. Et quant au reste, par exemple, quand on travaille, enfin moi je vois sur nos projets sur la pédiatrie, il y a une partie du travail qui se fait avec des moments intensifs où on est tous en train de chercher sur des domaines. Et puis ensuite, par exemple, les pédiatres avec qui on travaille, ils continuent à être un peu influencés par ce que l'on a pu faire. Et puis, ils avancent à leur manière, en s'appropriant les choses, en les déformant, en les adaptant à leurs pratiques. Et je pense que c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'éclairage et puis des moments d'ombre où les dimensions que l'on a essayé d'introduire continuent d'agir sans qu'on ait besoin de savoir comment elles agissent. Okay. On arrête ou on a encore un peu de... Okay. C'est passionnant, mais il y a d'autres choses passionnantes à venir. Bon, donc, je voudrais qu'on applaudisse quand même les communicateurs, Yannick, vraiment, et les participants, parce que vous avez posé de très bonnes questions, vous avez été attentifs, ça nous a permis d'évoluer. Voilà, merci beaucoup.